Bonjour et bienvenue dans Sens Public, l'émission qui donne du sens à l'actualité. Nous sommes le mardi 6 février et nous sommes ensemble pour 1h30 de débat et de décryptage. De nouveaux visages pour une nouvelle politique, alors que le président de la République et son Premier ministre remodèlent leur équipe gouvernementale. Nous nous demanderons où va le macronisme, car en un mois, Emmanuel Macron a donné le tournis à sa majorité comme à l'opposition. Alors, revirement ou reniement, nous ferons le point dans notre premier débat. Dans la seconde partie de cette émission, nous parlerons santé en passant à la loupe les annonces faites par Gabriel Attal dans sa déclaration de politique générale, de la taxe lapin pour les patients indélicats aux obligations de garde pour les professionnels de santé, en passant par la régularisation des médecins étrangers. Que vaut l'ordonnance du docteur Attal? Ce sera le thème de notre second débat. Mais tout de suite, place à notre premier débat. Alors que le président de la République tente de relancer son quinquennat, sa majorité s'impatiente et s'interroge. Que reste-t-il du macronisme? Celui des origines, celui du en même temps, celui de la disruption, celui de l'Europe, celui de l'écologie. Seule certitude, Emmanuel Macron, lui, prend son temps, comme nous le raconte Fabien Recker. L'acte 2 du remaniement n'en finit pas de se faire attendre. Presque un mois après la nomination de Gabriel Attal, toujours pas de ministre en vue pour des portefeuilles aussi cruciaux que le transport ou le logement. On a quand même toutes les crises qui défilent sur la crise du logement. Moi, j'attends le ministre du Logement pour répondre à cette crise du logement. En l'occurrence, on attend toujours. Il y a dans le discours de politique générale du nouveau Premier ministre des annonces sur le logement qui sont des annonces bienvenues ou controversées, mais en tout cas politiquement fortes. Il faut quelqu'un pour les porter. Et pendant ce temps-là, on fait de l'hameçonnage politique, je ne sais pas à quoi il joue, mais voilà, il va être temps d'être sérieux, quoi. Pour l'exécutif, le casting semble en tout cas avoir des allures de casse-tête. Entre les exigences des alliés Modem et Horizon, la demande d'un rééquilibrage à gauche ou la tentation de débaucher chez les LR. Il y a aussi peut-être des velléités de débauchage individuel pour encore plus alimenter le marigot politique. Je n'ai jamais été approché. J'ai lu, comme tout un chacun, que mon nom était parfois cité dans la presse. Débauchage individuel ou pas, la gauche, elle, n'attend plus rien du nouveau gouvernement qu'elle accuse de mener une politique de droite. C'est le fond qui compte et pas la photographie. Et le fond, il est à droite et à droite toute, et c'est de plus en plus marqué. À l'unisson, les oppositions dénoncent la forme de ce remaniement interminable. Nous sommes sous un régime de l'humeur du prince. Le prince a décidé de faire attendre les ministres potentiels, les membres des cabinets, les journalistes. Le microcosme s'agite et le prince s'amuse. Est-ce que c'est encore la République ? À quoi ressemblera le gouvernement Attal au complet? Réponse dans les prochaines heures ou les prochains jours. Où va le macronisme? On en parle ce soir avec mes invités. Bonsoir Sophie Coignard. Bonsoir. Vous êtes journaliste, éditorialiste politique au Point et auteur de La tyrannie de la médiocrité aux éditions de l'Observatoire. J'accueille à vos côtés Benjamin Morel. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Constitutionnaliste, maître de conférences en droit public à l'université Paris 2. Assas. C'est ça. Voilà. Auteur de La France en miettes aux éditions du CER. Bienvenue aussi à Lucille Schmitt, vice-présidente du think tank La Fabrique écologique et autrice de Emmanuel Macron à contretemps chez Bayard. Et puis Émilie Zapalski, notre éditorialiste qui m'accompagnera tout au long de cette émission. Alors au commencement était la révolution, c'était le titre de l'ouvrage du candidat Emmanuel Macron en 2016. Aujourd'hui, et pour commencer cette émission, si vous deviez chacun choisir un mot pour définir le macronisme, ce serait quoi, Sophie Coignard? La Vélorussion? On tourne en rond. Lucille Schmitt. Désorienté. Désorienté. Benjamin. Recherche d'issue, ça fait 2 mots, mais je crois que ça définit bien aujourd'hui ce qu'il pense. Émilie. Moi, je dirais protéiforme, qui prend les formes un peu en fonction du contexte et de la demande. Alors, je le disais au début de cette émission, en un mois, Emmanuel Macron a beaucoup secoué sa majorité, l'opposition, au point de donner un peu le tournis à tout le monde. On va faire le point chapitre par chapitre. Et d'abord, commencer par le fameux dépassement, vous savez, le en même temps. La loi immigration, Rachida Dati, l'entrée de Catherine Vautrin au gouvernement a fait pencher le macronisme de plus en plus à droite. Est-ce que c'est la fin définitive, si j'ose dire, du en même temps, Lucille Schmitt? Toute la question, c'est de savoir si le macronisme, c'est seulement Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est sûrement la fin du en même temps du côté d'Emmanuel Macron. Il y a eu un infléchissement à droite clair. Mais le sujet, c'est au fond qui peut prendre la suite d'Emmanuel Macron et est-ce que ça peut être
parmi ces jeunes macronistes, parmi ces jeunes députés qui restent, des personnalités qui veulent au contraire reprendre la formule initiale qui était au fond de gouverner au centre. Et le centre, ce n'est pas l'addition de mesures de droite et de mesures de gauche, puis ensuite uniquement de mesures de droite. Et donc tout le sujet, c'est au fond, est-ce que le futur du macronisme, c'est autre chose qu'Emmanuel Macron ? Parce que pour vous, aujourd'hui, le gouvernement et sa politique sont de droite. Ils sont clairement de droite et surtout, je pense qu'il y a quelque chose autour de l'absence de conviction. C'est-à-dire que lorsqu'Emmanuel Macron gagne en 2017, il a, d'une certaine façon, prouvé un certain nombre de choses. Il y a un programme, il y a des convictions sur le renouvellement de la classe politique, sur la question de l'ouverture à l'islam, par exemple, sur la question migratoire. Et là, il y a un côté cul par-dessus tête dans ce début un peu avancé de deuxième quinquennat qui donne le sentiment que ce qui compte, c'est l'absence de conviction. Et c'est pas parce qu'on fait du « en même temps », c'est-à-dire que peut-être l'expression au fond est malheureuse, mais si on veut gouverner au centre, il faut avoir des convictions et un projet, et il ne faut pas se renier, effectivement, ou se contredire, ou donner le sentiment que les convictions comptent moins que le débauchage. Et en ce sens, pour moi, l'avenir du macronisme, c'est de prouver qu'il a un contenu qui est un contenu stable dans le temps, et une méthode de gouvernement. Alors Sophie Coignard, si on poursuit ce que dit Lucile Schmitt, est-ce que pour vous c'est un virage idéologique basé sur des convictions ou plutôt, comme le dit Lucile, une approche pragmatique, on va dire, la France est à droite et donc on s'adapte ? Je pencherais très très fort pour le pragmatisme en effet, parce que si on se demande ce qui reste du macronisme, en 2017 on pouvait, c'était compliqué mais on pouvait quand même voir les contours. Et aujourd'hui, il n'y a plus de contours. Enfin, c'est le flou absolu. Le régime de retraite universel terminé, la réforme de l'État, qui est une des clés de la réussite éventuelle de la révolution macroniste. C'est-à-dire que si vous ne faites pas de réforme de l'État, l'intendance ne suivra pas, si j'ose dire. L'idée de débloquer la France. Et puis, Emmanuel Macron, à l'époque où François Fillon voulait supprimer des centaines de milliers de fonctionnaires, disait mais pas du tout, c'est pas la bonne méthode. Ce qu'il faut faire, c'est réformer l'État. Et ensuite, effectivement, il y aura moins de fonctionnaires parce qu'on sera devenu tellement efficace, tellement agile, que tout ça ira très bien. Eh bien, ce pilier aussi a disparu. Et dernière chose, parce qu'on va vers les élections européennes. Enfin, moi, je suis quand même sidérée par la différence d'approche entre 2019... Et aujourd'hui, j'anticipe. On va y venir. Bien sûr, on fera un chapitre sur l'Europe. D'accord. Benjamin, pour vous, c'est un échec du président ou c'est simplement que notre système politique, j'allais dire les institutions, sont trop fortes ? Je crois qu'il y a des réalités institutionnelles, mais que surtout il y a des réalités électorales. Emmanuel Macron conquiert un espace politique, d'ailleurs dans un climat politique très particulier. Il faut se souvenir de la primaire à gauche qui envoie un candidat très polarisé pour le Parti socialiste, Benoît Hamon. De l'autre côté, un candidat très polarisé pour la droite, avec qui plus est l'affaire Fillon. Et donc ça dégage un espace centriste qui permet de faire cette union des centres qui n'a jamais été tout à fait équilibrée. 2 tiers centre-gauche, 1 tiers centre-droit en 2017. Ça s'inverse en 2019. On verra bien ce qu'il en sera en 2022 des élections européennes. Il reste 1 tiers de gauche pour vous ? Il reste aujourd'hui dans l'électorat, quand on regarde les dernières élections, en effet, 1 tiers de l'électorat macronien qui reste 1 tiers venant plutôt du centre-gauche. Il est très très risqué de négliger ce tiers. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus trop présager de ce qu'il fera dans quelques mois lors des élections européennes. Pour le reste, je dirais qu'on touche la limite de ce qu'on appelle les mouvements. Un mouvement, c'est très pratique aujourd'hui dans tous les pays européens, etc. Vous avez un leader, il est pragmatique, il voit l'espace électoral, et comme il n'y a pas des militants, comme il n'y a pas des structures lourdes du parti derrière qui lui disent « n'oublie pas, Jaurès a dit » ou « n'oublie pas, De Gaulle a dit », eh bien, il peut s'adapter à l'électorat, il peut prendre une idée, la mettre sous le tapis, au contraire la mettre en avant, parce que ça plaît à l'électorat, les sondages disent « il faut y aller » et donc on y va. Le problème, c'est qu'en faisant ça... Il n'y a pas de corde de rappel. Voilà, vous construisez sur le court terme, et vous ne construisez pas sur le long terme. Vous ne construisez évidemment pas un après, et puis vous ne construisez pas non plus un personnel politique fidèle qui vous permet de conquérir des collectivités, de tenir une assemblée, de structurer également derrière une administration, on y viendra peut-être, et donc in fine, vous prenez le pouvoir tout seul, mais vous êtes tout seul au pouvoir, et être tout seul au pouvoir, ça ne permet pas de faire bouger l'État, parce qu'on ne fait pas bouger l'État tout seul. Émilie, après tout, cette clarification, elle était peut-être nécessaire, non ? Oui, mais c'est peut-être aussi pas forcément que l'échec de Macron a lancé ça, c'est peut-être l'échec du « en même temps » aussi. C'est-à-dire satisfaire à la fois une politique un peu libérale et satisfaire à la fois les services publics. Et on a bien vu qu'au fur et à mesure des crises, il y avait un État-providence qui était mis en place par Macron. Et quand la crise s'arrête, comme un peu maintenant, on resserre la vis sur l'assurance chômage, on resserre la vis sur le RSA. Donc quelque part, c'est un peu schizophrénique comme mouvement. C'était très alléchant. Cette promesse de vente, elle était très alléchante en 2017.
2017, c'est vrai, c'était le côté pragmatique, on va prendre un peu à droite, un peu à gauche, mais finalement on se rend compte, et j'allais dire en rigolant comme le communisme, que c'est joli sur le papier, mais c'est inapplicable et on ne comprend plus, parce que ça donne en effet quelque chose qui n'a pas de conviction, qui n'a pas de corps. On parle souvent de colonne vertébrale qui n'existe pas, parce que d'un coup on fait ça, et puis après on se dit ah ben non, on va faire ça. Finalement, peut-être que c'est en même temps, il était un peu fou, mais il n'est pas faisable, il n'est pas tenable sur le plan pratique pour gouverner la France. Parce que notre classe politique n'est pas adaptée à ce genre de compromis, à ce genre de coalition ? Oui, en nous écoutant, je me disais qu'on ne peut pas rendre non plus Emmanuel Macron responsable d'une forme d'infantilisme de la classe politique française. Et ce n'est pas non plus nos institutions, mais le spectacle de l'Assemblée nationale avec cette espèce de fragmentation, puisqu'on a dit que cette Assemblée nationale aurait été digne d'être élue à la proportionnelle, ça donne aussi le sentiment que du côté de l'ensemble des oppositions, comme du côté de ceux qui constituent la majorité, il y a une forme d'incapacité à trouver des coalitions. Je rappelle qu'Elisabeth Borne avait dit qu'elle allait essayer de gouverner en créant des coalitions de projets. On en est très loin. Il y a quand même une cinquantaine de textes qui ont été adoptés au cas par cas. Hein, mais les plus gros. Oui, mais pas les plus importants. Et on a vu les batailles rangées. Enfin, ce qui s'est passé, par exemple, sur la loi migration, cette motion de rejet où le Rassemblement national s'associe à la gauche, où en fait ceux qui ont des options complètement inverses s'associent pour ne pas discuter un texte et ne pas débattre. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Je pense qu'il y a donc une forme d'infantilisme qui ne tient pas seulement à Emmanuel Macron, qui tient aussi à la sociologie du pouvoir en France. On ne va pas non plus toujours chanter les louanges de l'Allemagne, mais en tout cas, surtout que la coalition ne va pas très bien, mais en tout cas, dans les pays dans lesquels il y a un régime parlementaire, on peut dire que ça fonctionne un petit peu mieux pour organiser du collectif. Il y a une maturité parlementaire qui permet. En tout cas, il y a du collectif et il y a la capacité à se dire, bon, là, il y a un gouvernement, au fond, qui est ministre. Dans ce qui se passe, Gabriel Attal, ça pouvait être une très bonne idée de nommer un jeune Premier ministre, mais dans ce gouvernement qui n'est toujours pas nommé, il y a quelque chose qui éteint l'effet Attal inexorablement et du coup, on se dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Alors qu'il n'est pas nommé à l'heure où nous parlons, mais qui devrait être prochainement, bientôt, si tant est que... Cette façon dont cette succession de coups tue la capacité à en tirer une signification. Parce que justement, c'est l'aspect coût, c'est l'aspect... Je ne sais même pas si c'est du pragmatisme, c'est tout simplement, me semble-t-il, une manière... C'est pour ça que je parlais de désorientation. Il y a un coup là, puis un coup là, puis un coup là, et puis on se dit tiens, mais peut-être on va régresser. Et du coup, ça empêche de donner un sens à la politique. Et par rapport à ce que disait Benjamin Morel sur la façon dont on va quêter l'électorat, dont on fait une démocratie d'opinion, on peut aussi avoir déplaire à tout le monde. On peut plaire un coup là, puis finir par déplaire à tout le monde. C'est ça. En attendant, tactiquement, ça a plutôt fonctionné. Ça a fait deux morts, le Parti socialiste et les Républicains, Sophie Coignard. Ah, sur ce plan-là, sur le plan de la déconstruction, on doit applaudir quand même. Je veux dire, c'est vrai que le projet... transparent d'Emmanuel Macron, qui était de faire exploser les deux partis de gouvernement, a assez bien fonctionné. C'est presque ce qui a le mieux fonctionné dans son projet. Mais en effet, le problème, c'est que on finit par se demander si finalement Emmanuel Macron n'est pas le plus, excusez-moi l'expression, politicard de tous les présidents qu'on ait eus. Or, c'était un peu inattendu. C'est-à-dire qu'en gros, il était dégagiste et il nous promettait le nouveau monde. Alors, on peut comprendre la désillusion d'un certain nombre de ses électeurs, qu'on voit, je crois, dans beaucoup d'enquêtes d'opinion, et même la désillusion d'une part de ses compagnons de route. Parce que entre... Aller chercher Rachida Dati, aller chercher Catherine Vautrin, c'est des purs débauchages. Ça fait très politicien. Et on n'imaginait pas ça d'un homme à qui on reprochait justement de n'avoir jamais été élu, de ne jamais avoir été dans les combinations politiques, qui effectivement, qui s'enorgueillissait, comme vous le disiez, de ne pas créer de parti politique, Burke, mais un mouvement. Et en fait, il passe sa journée à faire ce qu'on appelle de la popole. C'est la fin du dépassement, d'une certaine façon. C'est aussi la fin du recours à la société civile, puisqu'on voit revenir des profils très, très politiques dans la Macronie. Oui, parce qu'au risque de déplaire aux téléspectateurs, la politique, c'est un métier. Hein. C'est pas le politicien qui vous dira le contraire. C'est-à-dire qu'écrire un amendement, c'est un métier. Diriger un ministère, c'est un métier. C'est un métier que vous pouvez apprendre sur le tard. Il n'y a pas forcément d'école, et évidemment, vous pouvez passer par l'ENA, mais avoir roulé votre bosse dans les collectivités territoriales pendant 20 ans, vous y forme en réalité bien mieux. Donc, avant, on avait un cursus honorum politique, et ce cursus honorum vous permettait bien de tenir ce type de choses. Qu'est-ce qui se passe en 2017 ?
Vous avez des ministres qui souvent n'étaient pas réellement dans le système ou avaient été collaborateurs d'élus au mieux, et on réduit le nombre de conseillers ministériels et on les dans les cabinets ministériels, et puis on les spécialise dans la communication. Ce qui fait que beaucoup d'erreurs du premier quinquennat sont souvent liées à des dysfonctionnements. Ce qui montre que là-dessus, en effet, il y a un aspect métier politique. Et lorsque vous n'avez pas de parti, lorsque vous n'arrivez plus à attirer des politiques de l'extérieur, eh bien vous vous retrouvez en panne sèche. De l'autre côté, vous avez un électorat, on l'a dit, qui doute. Parce que l'électorat d'Emmanuel Macron, il faut se souvenir de deux choses. Et peut-être ce sont des faiblesses qu'il n'a pas analysées au départ. Quand vous regardez les enquêtes de 2017, c'est un électorat qui, parmi tous les électorats des grands candidats, vote relativement par défaut. Donc c'est un électorat qui doute. En fait, je n'ai pas d'autres candidats sur cet espace politique, donc je me replie sur Emmanuel Macron pour l'électorat centriste. C'est pas un électorat acquis, justement, qui a une forte identité politique. Il vote socialiste parce qu'il a toujours été socialiste, il vote gaulliste parce qu'il a toujours été gaulliste. Là, on est sur quelque chose de nouveau et donc d'évanescent. L'autre élément, c'est que cet électorat-là, aujourd'hui, quand vous regardez les enquêtes d'opinion, vous avez environ un Français sur deux qui ne se situe plus sur l'axe droite-gauche. Et donc, on a un électorat très fluide, très volatile. Donc, l'effacement des clivages a quand même plutôt fonctionné. En partie. Alors, oui et non. C'est-à-dire que, paradoxalement, ces clivages tiennent beaucoup plus sur l'électorat centriste que sur les autres électorats. Et c'est un électorat d'Emmanuel Macron qui est un électorat facilement mobilisable, plutôt âgé, CSP+, mais c'est un électorat qui n'a pas de réserve dans l'abstention. Donc, vous tenez sur un électorat qui ne croit pas en vous de toute éternité, un électorat qui n'a pas de réserve et donc ne pouvez pas surmobiliser, et un électorat qui plus est, qui reste clivé, justement, par des vieilles identités politiques droite-gauche et qui donc potentiellement, si vous n'envoyez pas les bons signaux, peut vous abandonner. Alors on va passer à un autre mot-clé du macronisme des origines, la disruption. Est-ce que, Lucile, est-ce que vous êtes comme Sophie, on sait qu'au fond il est assez classique, cet Emmanuel Macron, c'est un président un peu à l'ancienne, ou est-ce qu'il vous surprend encore ? Non, il ne me surprend pas du tout, mais ce qui m'abasourdit et qui m'angoisse, c'est la disruption créée par le Rassemblement national. C'est-à-dire que Emmanuel Macron nous vend la disruption en 2017, puis au fond, ce qui est en train de se passer, c'est quand même que ce qui bouleverse le champ politique, c'est la normalisation du Rassemblement national. Eux, ils ont réussi leur disruption. Ils étaient un parti honni, et aujourd'hui, ils sont cravatés, et ils arrivent à apparaître raisonnables dans une Assemblée nationale en furie. Donc il y a quelque chose là qui se passe, qu'il faut bien prendre en considération sur la fragilité de notre démocratie. Et le sujet important pour Emmanuel Macron, c'est que si, au nom de sa disruption supposée, il a organisé une disruption qui permette que le Rassemblement national, aujourd'hui, gagne des parts de marché, parlons comme ça, et donne le sentiment de porter des convictions alors qu'ailleurs tout est fluide, ça c'est un problème. Et ça c'est un problème d'ailleurs qui dépasse le macronisme, qui concerne la gauche et la droite, parce que moi je suis quand même assez frappée de voir que la droite a couru après le Rassemblement national sur la loi migration en disant c'est ma loi, c'est pas votre loi, qu'ensuite en ce qui concerne tout ce qui se passe sur la question des agriculteurs, le Rassemblement national dit encore que c'est sa victoire idéologique. Donc on a le sentiment, au fond, qu'on est en réaction par rapport à cette disruption qui révèle le fait qu'on pourrait devenir plus vraiment une démocratie. Donc la disruption, c'est pas seulement un mot, c'est ce qu'on en tire, ce qu'on en fait avec opiniâtreté. Et là, je trouve qu'il y a eu beaucoup trop de fragilité et, comme on l'a dit tout à l'heure, de désorientation et peut-être effectivement de huis clos, d'entre-soi en fait. Le sujet, c'est de sortir de l'entre-soi. Alors, de l'action, avait promis Gabriel Attal au lendemain de sa nomination. Je propose de regarder une image. Cet après-midi, après son déjeuner à l'Élysée avec le président de la République, le Premier ministre a trouvé le temps de télécharger une nouvelle application, BeReal, pour ne pas la citer, et de faire un selfie dans son bureau de Premier ministre. Un jour comme aujourd'hui, il était attendu un peu plus tard aux questions au gouvernement. Est-ce qu'au fond, il n'y a que la communication qui reste de la disruption initiale, Sophie Coignard ? C'est quand même difficile à dire parce que, comment vous dire, je voudrais juste dire quand même, pour essayer de trouver quelques circonstances atténuantes à Emmanuel Macron, qu'il a quand même été un président de crise incroyable. Bien sûr. Et que donc, quand on confronté à des crises, en tout cas sans précédent. Il a quand même été, disons que ses ambitions étaient très contrariées par des faits extérieurs et indépendants de sa volonté. Pardon, c'est pas tout à fait votre question, mais je trouvais qu'on était un peu dur. C'est très juste. Non, mais le contexte fait que le macronisme d'origine a évolué aussi parce qu'il y a eu le Covid, parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine, parce que il y a eu l'inflation. Exactement. Donc quand même là-dessus, il y a eu un peu de solide et voilà. Maintenant, effectivement, on a l'impression que dans cette évanescence, pour reprendre le mot de Benjamin Morel, eh bien, il ne reste que l'écume des choses, c'est-à-dire la communication. Et je trouve
étrange que Gabriel Attal, dont on ne peut pas nier l'extrême habileté d'une manière générale, fasse ceci à ce moment-là. Ça me paraît d'une grande maladresse. Alors, vous faites bien d'ailleurs de le mentionner parce que ça m'avait échappé, pour tout vous dire. Et tout ce que j'espère pour lui, c'est que ça va échapper à de nombreux Français. Parce que franchement, je trouve que c'est pas du tout le ton à adopter en ce moment. Émilie, je ne sais pas si les Français ont tous cette vision-là, parce que je pense que Gabriel Attal, sur les réseaux sociaux, sur sa manière de communiquer, il est quand même plus adapté à une population jeune qu'Emmanuel Macron avait du mal. Même ses essais Instagram et tout, c'était pas toujours réussi, même quand il était avec des youtubeurs. Ça marche quand même un petit peu. Moi, ce qui me semble le plus choquant, c'est la communication, en effet, très flamboyante, et puis ce décrochage avec les préoccupations des Français et des Françaises qu'on voit depuis les premiers déplacements de Gabriel Attal, nouveau Premier ministre. Il a beaucoup de communication, c'est très beau, et on lui renvoie des problèmes que le macronisme n'a pas réussi à régler depuis tant d'années. Donc il y a un principe de réalité qui revient avec cette communication qui est pourtant bonne. Alors, dans la disruption, il y avait la volonté de faire autrement. Vous vous souvenez du grand débat, du Conseil national de la refondation, des rencontres de Saint-Denis, du rendez-vous avec la nation. Toutes ces tentatives étaient censées illustrer la méthode du Nouveau Monde. Elles ont fait plutôt chou blanc. Là encore, parce que les institutions étaient trop fortes, Benjamin Morel? Je ne dirais pas qu'elles étaient trop fortes, en réalité. C'est-à-dire que, prenez par exemple la Convention citoyenne sur le climat. C'est quelque chose qui a été mal organisé, mal pensé, mais si ça avait été bien organisé, bien pensé, avec un vrai débouché, aurait pu fonctionner. Elle a plutôt bien fonctionné sur la fin de vie, la Convention citoyenne. Oui, parce qu'en réalité, quand vous parlez de la fin de vie, si vous voulez, souvent, quand on vient voir les constitutionnalistes, on dit oui, mais ça c'est impossible, vous comprenez la Ve République, etc. La réalité, c'est que sur les conventions citoyennes, il y a plein d'exemples partout dans le monde. Donc on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. La fin de vie, on sait que ça peut marcher. Question de valeur, vous réunissez les citoyens, etc. Si vous avez un vrai débouché à la fin et une vraie publicité du débat, on sait que ça peut fonctionner. Idem d'ailleurs sur les questions de RIC, etc. C'est pas le grand méchant loup. Il y a la moitié des États américains qui utilisent le RIC. Personne n'a rétabli la peine de mort via un RIC. Donc on pourrait avancer sur ce type de sujet. Mais je dirais qu'il y a une forme de crispation de l'ensemble du monde politique. C'est pas les institutions. C'est aujourd'hui une grande partie du monde politique qui se considère comme étant en porte-à-faux sur ces sujets. Pour ce qui est d'Emmanuel Macron, et là je rejoins ce qui a été dit, ça a souvent été des gadgets de sortie de crise. Face aux gilets jaunes, je sors le grand débat. Face à la crise du climat, je sors, eh bien justement, pour concilier ça avec les gilets jaunes, la Convention citoyenne pour le climat. Le problème, c'est que ces outils-là, s'ils doivent vraiment être pérennes et fonctionner, eh bien, il faut les institutionnaliser. Il ne faut pas les considérer comme étant des palliatifs pour sortir d'une crise. Alors le RIC, je rappelle que c'était le fameux référendum d'initiative citoyenne. Bon, il y a une chose qui ne change pas, c'est que depuis 1 an et demi, il n'y a toujours pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Du coup, l'exécutif semble temporiser, voire contourner l'obstacle. On va en parler avec Quentin Calmet qui nous rejoint. Bonsoir Quentin. Bonsoir Mathieu. Alors, bonsoir. Emmanuel Macron a revendiqué encore une fois, j'allais dire, une nouvelle méthode pour ce début 2024. Exactement, cela se voit d'ailleurs très concrètement au Parlement, Mathieu. Quand on épluche l'ordre du jour des prochaines semaines, très peu de textes d'initiative gouvernementale, très peu de projets de loi. Seul texte majeur avec un enjeu symbolique. Le Sénat s'empare de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Le texte sera débattu le 28 février à partir de 16h30 après le vote qui est intervenu la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Parmi les seuls textes déjà annoncés, une loi agricole présentée à la fin du mois au moment du salon de l'agriculture. Également dans les tuyaux, de nouvelles restrictions dans les règles d'indemnisation chômage prévues au premier semestre 2024. Mais quelque chose me dit que ce grand calme n'est pas dû au hasard, Quentin. Exactement. On va arrêter de faire des lois. Ce sont les propos rapportés d'Emmanuel Macron en Conseil des ministres il y a 15 jours. Il l'a dit également face aux parlementaires de la majorité. C'était le 15 janvier. On a pris beaucoup de lois ces 18 derniers mois. Beaucoup de ces lois sont à décliner sur le terrain, a ainsi rapporté le Parisien. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire hors texte. Ce n'est pas simplement le fait de faire moins de lois. On a fait autant de textes dans les premiers mois de cette mandature que sous la précédente, a plaidé le président de la République. Il l'a dit également le lendemain, lors de la grande conférence de presse, c'était le 16 janvier, on l'écoute. Je pense que beaucoup de choses sont possibles et je ne cède pas à l'esprit de résignation que je vois quand même à l'œuvre. Il y a beaucoup de choses qui nous inquiètent légitimement, parce que beaucoup de changements sont en cours, parce qu'on a vécu tant de crises. Mais je crois que si nous savons travailler ardemment, avec beaucoup de bon sens, d'efficacité, sans doute moins de lois, mais plus d'actions concrètes, avec une détermination sans faille, nous aurons des résultats au service à la fois du quotidien des Français,
mais aussi pour préparer l'avenir de la nation. Alors en coulisses, on note bien que c'est la loi immigration qui a marqué le président de la République, même s'il avait déjà plaidé, Mathieu, pour être précis, pour moins de lois et plus de liberté et d'action, c'était son expression, c'était en avril 2023. Le président, en fait, il prend acte, je le disais tout à l'heure, de la situation issue des législatives de 2022. Il n'a pas de majorité. Exactement. Emmanuel Macron ne dispose que d'une majorité relative. Il est donc coincé entre l'aile gauche de Renaissance et les LR, d'où l'idée de passer par des textes plus courts, plus précis. Autre idée, passer par décret. Mais ces décrets sont limités dans leur champ d'action. En tout cas, pour les sénateurs, cela signe une année 2024 assez calme. Écoutez le LR Roger Carucci. Ça n'a rien à voir avec une volonté de faire de meilleurs textes, mais plus à voir avec le fait qu'au bout de 25-49-3 et du fait qu'il n'y a pas de majorité, des difficultés qu'on a vues pour les retraites comme pour l'immigration, le gouvernement va essayer de ne pas trop venir devant le Parlement. La réalité, ce qui va se passer en réalité, c'est qu'on va avoir un gouvernement, à mon avis, en grande partie vitrifié et incapable d'action parce que sans majorité. On devrait en savoir plus, en tout cas, le 8 février, c'est jeudi, Mathieu, puisqu'un séminaire gouvernemental est prévu pour caler aussi le calendrier des réformes. Merci Quentin. Okay. Gouverner par décret, par décision, c'est aussi une forme de pragmatisme, Sophie Cognard. Oui, tout à fait. Enfin, faut reconnaître que c'est pas faute d'avoir essayé de faire autrement. Mais en effet, l'effet dévastateur, à tort ou à raison, de l'usage des 49.3 dans l'opinion publique exigeait un changement de méthode. La question, c'est en fait, l'arbitrage se fera entre ce qu'on peut faire par décret d'un côté, et effectivement, quand Emmanuel Macron dit des textes de loi plus courts, etc., comme si tout à coup lui avait été révélé le secret magique de l'efficacité gouvernementale. Mais c'est pas ça, c'est que si vous faites le compte, comme vous le disiez tout à l'heure, des textes qui ont réussi à trouver une majorité au Parlement, ce sont tous des textes courts et assez techniques. Donc en fait, il va y avoir une sorte de saucissonnage de l'ambition de réforme. Donc il va y avoir des petits textes, effectivement, qui vont occuper, si j'ose dire, le Parlement, députés et sénateurs, mais plus jamais, enfin il y a un côté plus jamais ça, plus jamais les retraites et plus jamais la loi immigration. C'est un pur cauchemar. Alors, gouverner par décret ou par décision ministérielle, ça n'empêche pas la grogne, Émilie. C'était aujourd'hui la deuxième grève des professeurs en moins d'une semaine. Oui, l'année 2024, elle s'annonce mouvementée pour la mère des batailles de Gabriel Attal. 5 syndicats ont encouragé la grève d'aujourd'hui. Ils ont considéré que la première avait été un succès, avec 47% de grévistes en collège et en lycée. Ils parlent même d'un rebond fort et durable dès le mois de mars, donc surprise. Leur revendication, une hausse des salaires, la défense de l'école publique, mais aussi bien sûr le rejet des dispositions qui sont lancées par le gouvernement, la réforme du lycée professionnel et le choc des savoirs. Un choc des savoirs qui avait pour ambition d'élever le niveau des élèves. Voilà, c'est l'idée. Il s'agit de créer des groupes de niveau en mathématiques et en français, les bons d'un côté, les moins bons de l'autre. Ils seraient moins nombreux en classe. Ce dispositif, il a marché dans certains pays comme l'Irlande et le Royaume-Uni. Ça a marché pour rehausser le niveau. Mais pour les profs, c'est synonyme de tri social. On risque de stigmatiser les élèves les plus en difficulté. C'est aussi pour eux le retour d'un modèle passéiste, conservateur. Certains me disent même réactionnaire. Il faut dire que certaines études montrent qu'une telle organisation a souvent tendance à aider les plus doués à s'améliorer. À l'inverse, quand on mixe les élèves, on dit que ça a un effet bénéfique sur la progression des moins bons et même sur leur bien-être. Des personnalités politiques comme Marine Tondelier, Boris Vallaud et des enseignants ont publié mi-décembre dans Le Monde une tribune pour annoncer la fin de la démocratisation scolaire avec ce retour des classes à profil. Mais c'est aussi la question des moyens qui est posée par les enseignants. Tout à fait. Et ceux annoncés par Gabriel Attal quand il était ministre de l'Éducation nationale ne semblent pas suffisants. On parle de 4 milliards d'euros en plus, sur un budget de près de 68 milliards d'euros. On estime à 2300 le nombre de professeurs qui seraient nécessaires en supplément pour ces groupes de niveau, alors que le métier, c'est pas une surprise, attire de moins en moins de candidats. En maths, par exemple, 25% des postes ne sont pas pourvus. Pap Ndiaye, le précédent ministre de l'Éducation, avait quant à lui lancé le choc d'attractivité qui n'a pas donné de résultat. Donc méfiance pour ces formules choc qui parlent de choc. Merci beaucoup.
Émilie. Je voudrais qu'on aborde maintenant un nouveau chapitre qui pose question, celui de la transition écologique. Car avec la suspension du plan Éco-Phyto, la remise en cause des 4% de jachère imposés par la politique agricole commune, c'est quand même une des seules mesures vertes de cette politique agricole commune, les mesures annoncées par Gabriel Attal pour calmer la colère des agriculteurs ont déclenché la colère des écolos. Écoutez Marine Tondelier, on en parlait, la secrétaire nationale du parti Les Écologistes. D'entendre des gens qui nous disent « Make our planet great again », je sais pas quoi, qui se font passer pour des écolos quand c'est le temps des campagnes et qui s'essuient les pieds sur leur engagement aux phyto-élus. Emmanuel Macron, en avril 2022, dans son meeting de Marseille, il avait dit « Ce quinquennat sera écologiste ou il ne sera pas ». Malheureusement, s'il n'était pas, bon, ce serait réglé. Mais il est. On le vit, on le subit. Ce qu'il est en train de faire là, c'est pas juste un petit coup de com'. C'est qu'il met en danger la santé de nos enfants, les générations futures, la biodiversité. C'est pas un jeu. C'est un vrai recul, Lucille Schmitt? C'est un recul, mais c'est pas seulement une question écologique. Je voudrais insister là-dessus. C'est-à-dire que, au fond, pourquoi est-ce que c'est si compliqué de réformer l'agriculture? C'est parce que ça a été beaucoup dit, mais il y a un tiers des agriculteurs qui n'ont pas de revenus corrects. Il y a évidemment un sujet environnemental et de santé, comme le disait Marine Tondelier. Il y a aussi un sujet économique et il y a une politique agricole commune. Ça se passe dans une imbrication entre l'Europe et la France. Et du coup, c'est pas seulement un recul environnemental, c'est aussi, me semble-t-il, une incapacité à aborder ce qu'on pourrait appeler des politiques sociales. Moi, c'est ça qui m'a marqué dans le recul. Parce qu'elle n'est pas la seule à le dire. Je pensais à Daniel Cohn-Bendit, par exemple, qui a été longtemps un soutien d'Emmanuel Macron et qui le disait ce week-end dans la Tribune dimanche. Emmanuel Macron, comme la plupart des gouvernements, a mis fin à son ambition écologique. Alors, sur la question écologique, ce qui est intéressant, c'est que comme le disait d'ailleurs Marine Tondelier, il le revendique au moment où il l'abandonne. En fait, c'est intéressant parce que quand on regarde le premier quinquennat, Édouard Philippe a renoncé à assumer le renoncement à Notre-Dame-des-Landes, à l'aéroport à côté de Nantes. Il y a eu un renoncement au projet Europa City en Ile-de-France. Il y a eu, comme le rappelait Benjamin Morel, la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, il y a eu beaucoup de choses et il y a eu un certain nombre de lois qui étaient en fait des lois plutôt intéressantes sur la question écologique, comme la loi Egalim, par exemple, qui portait sur l'agriculture et l'alimentation. Donc, un vrai calendrier. Il y a aussi une loi sur les mobilités durables. Et on ne peut pas dire que ces lois, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron dans son espèce de plaidoyer anti-droit, qui m'a beaucoup frappé tout à l'heure, on ne peut pas dire que ces lois étaient inutiles. Le seul sujet, c'est qu'ensuite, elles ont été mal appliquées et qu'au fond, elles n'ont pas fait bouger le rapport de force économique. Donc moi, je dirais un premier mandat où on n'assume pas tant que ça l'écologie, mais où ensuite, quand on se met à l'assumer, ça m'a rappelé Nicolas Sarkozy qui, en 2011, au Salon de l'Agriculture, après avoir fait le Grenelle de l'environnement, avait dit « l'écologie, ça commence à bien faire ». Le sujet, c'est qu'en fait, sur l'écologie, il faut être opiniâtre. C'est transformer le modèle économique, social. Et donc, ça ne rapporte pas électoralement immédiatement. Et quand on est dans une espèce de désorientation, comme je disais tout à l'heure, au fond, on dit une chose et on fait son contraire. Mais peut-être qu'on avait envie de le faire et puis qu'on se dit « Ah, mais c'est trop difficile ». Et moi, ce qui me frappe, c'est que dans l'attitude d'Emmanuel Macron, qui a plutôt fait des choses parfois assez difficiles par rapport au camp de la droite, par exemple, renoncer à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, moi, j'ai trouvé que c'était chapeau. Ne pas faire Europa City, je trouvais ça très bien. Les différents projet de la Montagne d'Or aussi. Exactement. La Convention citoyenne pour le climat, comme le disait tout à l'heure Benjamin Morel, c'était une expérimentation très intéressante. Mais on voit qu'à chaque fois, il n'arrive pas à penser les choses jusqu'au bout. Au fond, il fait une Convention citoyenne pour le climat, mais il ne sait pas quelle conclusion en tirer. Il se dit, tiens, ils ont fait 149 propositions. Il y a une loi climat résilience. Mais écoutez, cette loi, elle a ni queue ni tête, en fait. C'est-à-dire qu'elle renonce à énormément de propositions assez intéressantes et en même temps, elle met en place le zéro artificialisation net, qui est une mesure que je trouve très forte, mais sans réfléchir à ses modalités d'application. Donc il y a quelque chose sur le décalage entre le droit et la réalité qui nous a sauté à la figure après le premier quinquennat d'Emmanuel Macron sur l'écologie. On ne peut pas faire seulement l'écologie par le haut. Ça tombe du ciel. Non, ça tombe pas du ciel, l'écologie. Il faut associer les oppositions, les élus de terrain, et au fond, il est confronté à ça, et donc il ne peut pas faire d'écologie dans son deuxième mandat. Et justement, Benjamin Morel, est-ce que, comme circonstance atténuante, les Français ne sont pas un peu schizophrènes, parce qu'ils réclament des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique, et en même temps, quand elles arrivent, ils traînent des pieds? Bien sûr, mais si vous voulez, ce type de rhétorique que je ne vous reproche pas, mais qui souvent est celle du monde politique, du monde journalistique, etc., qui veut dire les Français ne sont pas cohérents. Oui, parce qu'en fait, l'opinion n'est pas formée.
Autrement dit, mais je nous mets dedans. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais nous aussi sans doute. Mais entre revenus, transition écologique, etc., faire le lien et comprendre que ce qui m'est désagréable aujourd'hui et m'est désagréable également demain en matière de transition écologique, aujourd'hui en matière de revenus, tout est lié. C'est pas tout à fait évident. Et là, il y a un travail. J'aime pas non plus ce mot, mais je l'emploie quand même pour l'occasion, de pédagogie du politique. Et on en revient toujours à ça. Quand vous êtes dans une logique mouvementiste, en disant « ça plaît aujourd'hui, je le fais. Ça plaît plus, donc du coup, je l'enlève. Mais en revanche, je fais ça parce que ça plaît. » Vous ne construisez pas de vision du monde. Vous savez, c'est assez intéressant de voir que la notion d'idéologie est devenue un gros mot. Vous êtes idéologue, c'est pas bien. Ça veut dire quoi, idéologie? C'est le rapport cohérent entre des idées. Et si jamais les vieux partis avaient une idéologie, et n'en faisaient pas, il y a quelques décennies, un gros mot, c'est parce que justement, cette vision du monde structurée qui faisait que si je fais la transition écologique, ça a telle implication. Mais je vais agir Parfois, ça enferme aussi un petit peu les... Ça peut enfermer, certes, mais j'entends bien. Mais en même temps, si jamais vous avez un tas d'idées totalement incohérentes et conjoncturelles, elles ne font pas système. Si elles ne font pas système, eh bien, tout l'ensemble s'effondre. Il faut une dose de pragmatisme. Mais la politique, c'est pas la gestion. Sinon, on ne ferait pas de politique, il n'y aurait pas d'élection. On aurait simplement des fonctionnaires et ils géreraient l'État. Si on fait de la politique, c'est justement pour faire s'affronter des visions cohérentes du monde, ou qui se veulent cohérentes. Et ça, évidemment, c'est peut-être un monde perdu, mais c'est un monde qui avait quand même ses avantages. Alors, j'aimerais qu'on termine cette émission juste pour ne pas zapper ce sujet sur la question européenne, parce que la crise agricole aura vu aussi plusieurs ministres s'en prendre à la politique européenne, celle-là même que votent pourtant les macronistes quand ils sont au Parlement européen. Écoutez par exemple Marc Fesneau. On ne peut pas avoir une PAC, je le dis très simplement, très tranquillement, très pacifiquement, mais qui soit à ce point complexe et qui soit à ce point incompréhensible, tant pour parfois nos administrations que pour nos agriculteurs. Est-ce qu'on est dans un vrai tournant dans le discours européen des macronistes? Alors, je vais aller du particulier au général. Très sincèrement, je trouve qu'un ministre de l'Agriculture ne devrait pas dire ça. C'est un argument qui est totalement... Enfin, c'est tellement éculé. Le politicien français qui vient expliquer que c'est la faute de l'Europe et qui se défausse sur l'Europe, et en expliquant vraiment qu'il y a une usine à gaz là-bas à Bruxelles et que c'est effrayant, je trouve... Enfin, pardon, c'est des mots un peu forts, mais je trouve ça un peu indigne, en fait. Ce sont les mots des populistes ? Pas loin. Pas loin. C'est-à-dire comme sur d'autres sujets, et là j'en viens au général, moi, je suis frappée jusqu'à présent. On n'en est qu'au début du début, donc je ne veux pas préjuger de la forme que va prendre la campagne du camp macroniste pour les européennes. Mais jusqu'à présent, des propos de Marc Fesneau, jusqu'à ce qui est... commence à être instillé en termes de souveraineté. Là, pour le coup, c'est un mot du camp d'en face, la souveraineté. Absolument. Le discours de politique générale de Gabriel Attal, qui a tellement insisté sur la singularité française, la fierté française, etc. C'est très bien tout ça. Mais c'est en décalage et même en décrochage avec l'ensemble du vocabulaire et de l'univers mental qui était véhiculé par Emmanuel Macron lors du discours de la Sorbonne très tôt dans son premier quinquennat, et même dans la campagne de 2019, où, souvenez-vous, le maître slogan, c'était les progressistes contre les populistes. L'Europe, c'était l'espoir, c'était l'horizon. Exactement. Alors, avec des dangers. C'est-à-dire que dire moi ou le chaos, je n'ai jamais pensé que ça faisait forcément une bonne politique à long terme. Mais ce qui est fascinant, c'est quand même ce décrochage à la fois langagier et conceptuel, si on ose le mot, en l'espace de même pas 5 ans. Lucile Schmitt, vous partagez le sentiment sur cette inflexion ? Oui, je pense qu'en tout cas, l'agriculture fait perdre la tête. C'est-à-dire qu'il est clair que le discours de Gabriel Attal aux agriculteurs est en rupture complète avec cet engagement européen d'Emmanuel Macron, que moi, je pense qu'Emmanuel Macron a encore un engagement européen, en fait. Je pense que le discours, là, on nous dit beaucoup, ils sont unis comme tout, etc. Moi, je pense que là, le discours qu'a tenu Gabriel Attal, je n'imagine pas Emmanuel Macron, qui avait parlé de souveraineté européenne, le tenir. Après, le problème, c'est que sur la politique agricole commune, s'engage effectivement, comme vous le disiez, un populisme qui, en fait, est le récit du Rassemblement national, et que moi, je crois que ça veut dire que le Rassemblement national, qui avait déjà une extrême... Qui a aussi voté la PAC, il faut le rappeler. Oui, exactement, et qui avait une extrême avance dans les sondages, elle va se conforter. Je crois que là, ça s'est structuré, et je pense qu'à l'évidence...
à moins que, je ne sais pas, un homme, une femme providentielle ne surgisse pour conduire cette liste aux européennes, et que ce soit quelqu'un qui ne sera pas Emmanuel Macron, mais qui ait un engagement européen aussi fort. Je rappelle qu'en 2019, en fait, c'est Emmanuel Macron qui a permis au camp présidentiel de faire un très bon score, autour de 23, juste derrière le Rassemblement national. Donc l'agriculture fait perdre la tête. Il y a le salon de l'agriculture à la fin du mois de février, et ça va continuer, parce que ça va être encore l'angoisse par rapport au fait que ça pourrait reprendre, parce que les agriculteurs ont dit qu'ils suspendaient juste la mobilisation. Et donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé autour de la perte de sens, à moins qu'Emmanuel Macron ne rectifie le tir. Effectivement, en 2017, il y avait eu le grand discours de la Sorbonne, il y avait eu aussi un grand discours à Athènes. Et donc, il y avait quelque chose qui résonnait. Mais il s'est heurté aussi à des résistances de la part de nos partenaires européens. C'est-à-dire que le discours de la Sorbonne, tout le monde ne l'a pas accepté parmi les 27. Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui a fait un revirement, ou est-ce que c'est aussi l'Europe qui marche un peu de travers, Benjamin Morel ? Il a moins reviré sur ce sujet que sur bien d'autres. Ça fait partie quand même des colonnes vertébrales relativement structurelles. Et en effet, je souscris sur le côté, je dirais, assez, pas anecdotique, mais en tout cas assez incident d'une gestion de crise sur lequel vous devez quand même agir pour essayer d'éteindre l'incendie. Après, sur le fond, vous avez un Emmanuel Macron qui reste quand même très européen dans son discours. Mais en effet, l'Europe, c'est compliqué à réformer. Il vous faut l'unanimité pour réformer les traités. Et on a beau dire, l'Europe nous impose des choses, etc. Je rappelle que pour avoir une majorité au Conseil, notamment une majorité qualifiée, vous passez difficilement sans la France. Donc il y a quand même, je dirais, des jeux dans lesquels les gouvernements sont engagés. Et si vous voulez réformer au niveau européen, aujourd'hui, vous avez un grand nombre de blocages. Évidemment, on peut parler de Viktor Orban, mais Viktor Orban n'est pas vraiment le problème. Quand vous allez à Berlin, et Emmanuel Macron est allé quelques fois à Berlin, vous vous rendez compte que les volontés, les velléités d'avancer de Berlin sont très très limitées, que l'allié potentiel que Emmanuel Macron s'est cherché à un moment, c'est-à-dire Rome, avec l'élection de Mélanie, c'est plus difficile. Et donc, ce faisant, aujourd'hui, qui pour embarquer une vraie réforme de l'Europe ? C'est loin, loin d'être une évidence. On a une Europe qui, de manière globale, est relativement malade. Et donc, ce faisant, c'est pas la France sabre clair dans un système où vraiment la codécision, le dialogue entre institutions et États ne permet pas comme ça d'imposer de manière très bonapartiste un choix, une option, une vision qui peut toute seule faire avancer les choses. Sophie Coignard, pour terminer, toujours pas de tête de liste pour la majorité présidentielle à 5 mois de ce scrutin européen. Ça en dit long ? Ça en dit long sur, effectivement, l'équation impossible dont parlait Lucille Schmitt, c'est-à-dire trouver l'oiseau rare, l'incroyable phénix qui sera capable de retourner la situation, ou du moins de combler l'écart avec le Rassemblement national. C'était un peu la mission de Gabriel Attal. Oui, alors effectivement, Gabriel Attal est là pour ça aussi. Enfin, il va quand même falloir qu'il y ait une tête de liste, malgré tout. Lucille Schmitt, vous trouvez que c'est se moquer du monde de ne pas ouvrir la campagne européenne? Comme ça, on a l'impression que c'est quand même un parti qui escamote parfois un peu les campagnes. Oui, en tout cas, c'est sinueux, c'est désorienté. Et puis, par rapport à ce que disaient Benjamin Morel et Sophie Coignard, il y a un sujet, vous savez, au niveau européen, du pouvoir collectif. Et en fait, c'est la difficulté d'Emmanuel Macron. Je crois qu'il a souvent eu raison sur ce qu'il disait sur l'Europe puissance, sauf qu'il avait raison tout seul et qu'il n'a jamais réussi à être moins seul. Et donc, il n'y a pas que des cons, en fait, chez les autres chefs d'État ou de gouvernement. Et on a, vous savez, on a ce mythe du français arrogant qui existe fortement à Bruxelles. Et ce mythe a été alimenté par cette pratique. Et on peut avoir raison contre tous, mais du coup, ça ne marche pas. Eh bien, je vous propose de terminer ce débat par ce constat. Je ne sais pas s'il est très optimiste. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Je rappelle vos ouvrages, La tyrannie de la médiocrité, pour vous, Sophie Coignard, aux éditions de l'Observatoire, La France en miettes, aux éditions du CERF, pour vous, Benjamin Morel, et puis Emmanuel Macron, à contretemps, chez Bayard, pour vous, Lucille Schmitt. Merci à tous les trois.